Salut Tolcraft, Salut. merci de m'avoir rejoint pour qu'on parle de toi, de ton profil, de ton parcours holiste et puis de la licorne de l'abondance qui arrive bientôt en financement participatif sur Gaemon le 22 septembre. Merci aussi aux tenancières du bruit derrière l'écran qui, sans elles, j'aurais loupé l'information et puis on se serait peut-être pas croisés. Ouais, j'ai contacté beaucoup de monde, mais j'en ai sans doute oublié, dont toi dans la première vague. J'essaye de combler mon retard ou mes oublis au fur et à mesure. Ouais, ça doit pas être simple quand on a un projet comme ça qui me tient à cœur de devoir pour que le projet marche, comme en plus tu passes par la solution du financement participatif, on en reparlera plus tard, mais c'est pas forcément la solution la plus simple, ni la moins stressante, ni celle qui demande le moins de travail. Du coup, Non. ouais, faut vraiment faire le tour de tout le monde, des copains, des copines, des gens du milieu, des machins. Enfin, ouais, ouais, on est obligé, quoi. Sans ça, ça marche pas. C'était aussi ce que j'avais pu discuter avec Frédéric d'AGMP. Bref, du coup, on va parler à l'écran d'abondance. Ce que je te propose, c'est de commencer par nous parler de toi assez rapidement, Ouais. hein. Le but, c'est pas d'avoir un CV complet, mais ça fait depuis comment t'es venu au jeu de rôle, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avant parce que là, pour expliquer un peu aux gens le parcours, tu te lances pour la première fois dans une édition, dans ta propre édition. Mais avant ça, tu avais déjà Tout à fait fait. pas mal de choses. Voilà, tu lances ton éditeur, quoi. Tu deviens éditeur de jeux de rôle. Le premier Ouais. projet, ça sera donc la Légende d'Abondance, qui est un scénario modulaire pour médiéval fantastique, compatible avec le plus grand et le plus ancien des jeux de rôle. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui, un peu, voilà, le parcours de comment t'en es arrivé jusqu'à te lancer dans ta propre édition, quoi. Ah ouais, bah alors, je découvre le jeu de rôle à l'adolescence, en colonie de vacances en fait. Je dois avoir, je sais pas, 14-15 ans dans ces eaux-là. Et on propose une partie de jeu de rôle. Je connais deux noms parce que je connais déjà un petit peu les livres dont vous êtes le héros. Donc j'ai une vague idée de ce qu'est le jeu de rôle. Je me dis que ça pourrait m'intéresser, donc je m'inscris sur la partie. On crée les personnages, c'était du Cyberpunk 2020. On commence à jouer, premier combat. Le MJ fait ses jets de dés et puis il me fait bon bah tu prends une balle dans la tête, t'es mort. Je fais, ah ok, et je fais quoi maintenant? Il me fait bah tu regardes les autres jouer. Donc j'ai passé le reste de l'après-midi à regarder le reste de la table jouer. Donc c'était un premier contact avec le jeu de rôle un peu raide. Mais malgré ça, le peu de temps le peu que j'en ai vu, ça m'a beaucoup plu. Donc je me fais offrir Warhammer 20 lorsque je rentre de vacances. Je demande à mes parents. Et puis, donc Warhammer, je l'ai lu, relu et re-relu. Mais j'ai jamais vraiment joué. J'ai fait une tentative de partie avec mon frère et puis un de ses amis. Mais, enfin, tu vois, tu débutes. En plus, personne ne connaissait vraiment. Donc, ça prend pas vraiment. Donc, bah, jeu de rôle, je reste là, quoi. Je ne joue pas plus. J'achète, enfin, je me fais offrir, pareil, In Nomine Satanis Magna Veritas. euh, que je découvre, que je lis aussi. Mais pareil, je n'y joue pas. Donc je fais une partie de jeu de rôle, et puis ensuite je reprends le jeu de rôle, cette fois-ci pour de bon, pour de vrai, en 2014, lorsque je suis sur Lyon, et que je me dis, bon, là j'ai peut-être l'occasion de trouver des tables assez facilement, j'aime bien faire du jeu de rôle pour de vrai, donc voilà, c'est comme ça C'est que je vrai que sur commence. Lyon, il y a plein de clubs, il y a Trollune, il y a Autodrome tous les ans. C'est vrai que ce serait un peu chauvin de dire que c'est la capitale du jeu de rôle parce que je suis pas loin non plus, mais c'est vrai que il y avait Sans Détour à l'époque qui était pas loin de Tassin. Il y a Black Book qui est toujours là-bas. C'est vrai que Lyon, au niveau jeu de rôle, c'est plutôt pas mal comme ville. Et du coup, tu as pu avoir une expérience plus agréable, on va dire, qui t'a permis de renouer avec le loisir, qui a permis de dire que c'est pas juste mourir comme une merde et puis regarder des gens jouer, que ça peut être intéressant. Non, non, donc je découvre comme ça, je fais pas mal de parties avec des jeux et des gens très variés. Ça me permet d'avoir une petite idée de ce qu'est le jeu de rôle. Et puis je prends une première claque lorsque j'ai la chance de jouer sur la table de Puccio, donc Cyril Puig, qui a écrit pour Sans Détour un petit peu, et avec des scénarios qui sont vraiment des vrais thrillers que tu vis de l'intérieur. Et Qui te je prends prennent une baffe, quoi, quand je... qui te prennent au trip, quoi. Des trucs Ah ouais, ouais. Je vous dis, tu ah sens qu'il y a punaise, quelque chose. on peut faire ça en jeu de rôle, tu vois. On peut vraiment chambouler ce que tu crois, ce que tu sais. Ouais, j'avais l'impression de vivre un film, quoi. T'as le nom d'un scénario, là, par exemple, qui t'a marqué?
On veut le retrouver. Euh, celui qui m'a marqué, il n'a jamais été publié. Euh, mais par contre, j'essaierai de te retrouver la référence et puis on mettra ça Ouais, en lien dans la vidéo. Là, je mettrai je le mettrai dans la description, mais voilà, si jamais les gens sont intéressés par un truc qui prend au trip, un truc qui retourne, voilà, qu'ils aient là où les références, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu t'es lancé dans tout ce qui est concours, scénario, écriture de scénario par toi-même, ou c'est arrivé plus tard? Non, non, tout à fait. C'est à ce moment-là, je joue cette partie de Cthulhu et je me dis, ah punaise, j'aimerais bien moi aussi écrire ce genre de truc. Donc bah, je commence à écrire mon petit scénario qui s'appellera Un prophète. Et puis bah, je le fais lire à Cyril qui me dit, ah, c'est vachement bien, tu devrais le proposer au concours de scénario. Il le connaît bien lui-même parce que ce concours de scénario des Utopiales, il l'a remporté déjà 2 fois par le passé. Donc il me dit, bah écoute, propose-le au concours, tu verras bien ce que ça donne. Donc je propose au concours de scénario des Utopiales, et puis bah, j'ai la chance de l'emporter cette année-là. Donc je suis vachement content parce que premier scénario que j'écris, et puis hop, j'arrive à sortir un petit peu du panier, tu vois. Je me dis, ah, bah, c'est cool, ce que j'ai écrit, comme peut-être pas complètement naze, ça plaît à des gens que je connais pas. Donc bah, je vais Ces peut-être scénarios-là, recommencer. du coup, ils sont joués aux Utopiales, ces scénarios? Alors, ils sont pas joués, ils sont lus par un jury de, ça dépend des années, d'entre 5 et 8 personnes. Alors, je le sais mieux maintenant parce que je fais partie du jury. J'ai arrêté de participer pour passer de l'autre côté. Donc, ils sont lus avec une grille d'évaluation de divers critères. Et puis, on fait la moyenne des notes. Et puis voilà, quoi. Donc, en fonction des années, aux Utopiales, il y a eu entre, je crois, 5 participations quand les années faibles, jusqu'à 15-20 scénarios qui étaient proposés au concours, quoi. Ouais, ça commence à faire un certain nombre. Et du coup, ils sont évalués. Mais toi, dans le cadre de la convention des Utopiales, tu le faisais pas forcément jouer. Non, non, non. Ah non, même pour le coup, les 3 premières années, donc je l'ai remporté en 2015 et en 2016. Donc les 2 premières années, on m'appelle, on me demande si je suis aux Utopiales. Je fais bah non, moi j'habite Lyon, je suis pas aux Utopiales. Ah ok, d'accord. Et je me dis bon, je sais pas pourquoi on m'appelle. Et puis le lendemain, je découvre qu'il y a mon nom qui est marqué en tant que vainqueur du concours de scénario. Tu vois, je voulais savoir si j'étais là pour recevoir mon prix, mais ils te le disent jamais directement en fait. Ils te laissent la surprise. Donc ça fait un peu étrange. Et donc en 2017, je me dis, bon, bah, cette année, je participe à nouveau, et puis bah, je vais aller aux Utopiales à Nantes. On sait jamais, j'ai déjà gagné, jamais 203, comme on dit, j'ai gagné 2 fois de suite, peut-être une troisième. Ouais, Donc je me pointe aux Utopiales. il paraît que c'est bien comme convention. En plus, c'est un peu plus. J'ai l'impression que c'est. Moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais j'ai l'impression que c'est une convention qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus dans la science-fiction, la littérature. C'est aussi pas mal de voir autre chose, qui n'est pas que axé jeu de rôle aussi. Tous les retours que j'ai toujours eu de cette convention, c'était assez incroyable. Non, ouais, complètement, il y a beaucoup de conventions scientifiques, enfin de présentations scientifiques, de discours, de présentations, de conférences. C'est extrêmement varié, c'est énorme, hein. Enfin, c'est plus de 150 000 personnes, les Utopiales, sur 4-5 jours. Donc voilà, donc en 2017, je vais pour la première fois aux Utopiales, et cette année-là, je ne remporte pas le concours de scénario, je termine second. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, bah, je suis devenu ami avec le mec qui a gagné cette année-là. On a écrit un scénario ensemble qu'on a reproposé cette fois-ci, on a dû gagner en 2019, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était vraiment cool, quoi. Donc c'est devenu un petit peu pendant 5 ans, ça a été mon petit rituel de proposer des scénarios aux Utopiales et puis de me rendre sur place. J'y vais tous les ans maintenant parce que bah, c'est vraiment une convention que j'apprécie beaucoup. On peut y voir des films, des conférences, des scientifiques, c'est extrêmement varié. Ça a l'air super cool. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là que tu as commencé la maquette. Ouais, tout à fait, parce que lorsque j'ai proposé ce premier scénario au concours, je l'avais écrit sous Word et puis je me suis dit, bah, je vais essayer de le sublimer un petit peu, de le mettre en page, tu vois, histoire que ce soit pas juste du texte qui tire à la ligne, mais quelque chose qui est un peu plus structuré, quoi. Donc j'ai fait un essai de maquette sous Word, j'ai bien galéré, mais c'est ce que j'ai envoyé au concours cette année-là. Et puis je me suis rendu compte que faire de la maquette, ça me plaisait bien, en fait. C'est quelque chose assez spécial, il faut être assez rigoureux, ordonné, structurer C'est le truc, quelque mais chose que je c'est déteste. C'est quelque chose que j'aime pas. Je le fais parce que quand tu veux c'est- proposer un jeu, il vaut mieux qu'il soit maquetté. Même pas pour que ce soit joli, juste pour que ce soit lisible en fait. c'est- Tu peux pas lire que du texte en fait. Le cerveau humain, il est pas câblé pour lire du texte pur.
en écriture 10 Time New Roman sur des litres et des. Tu peux pas. Il faut des sauts de page, il faut des encadrés, il faut même des. Ouais, il faut des illustrés, il faut quelque chose pour pouvoir aérer, pour pouvoir. Et puis, moi, il y a des gens qui sont super forts. C'est toi qui avais fait le truc là il y a pas longtemps pour les gobelins. Ouais. Tout de suite, c'est aéré, c'est tout de suite plus simple. Pareil, ce qu'a fait Nicolas Folio sur le pendant ce temps, virgule dans le métro, c'est incroyable aussi. Bref, je trouve que la maquette, c'est génial, mais c'est pas mon truc. Ah ouais, alors la maquette, c'est vraiment pas pour tout le monde. Parce que c'est quelque chose qui demande ouais, une certaine appétence pour la rigueur. Honnêtement, c'est un peu chiant hein, d'un pur point de vue. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose du trouble obsessionnel compulsif, tu vois, les gens qui C'est comme aiment les les gens, c'est maquettes. comme les gens qui aiment les mathématiques. Ouais, peut-être. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc. Et du coup, tu t'as fait ça sur Word. Après, je t'avais entendu dire que tu t'étais mis à Scribus, qui est un outil open Bah, source. voilà, j'ai testé Scribus qui était gratuit pour voir ce que donnait un vrai logiciel de Ils maquette, ont trouvé parce que trop j'ai compliqué. découvert que c'était pas fait pour. Hein. Et puis, donc voilà, je fais une seconde maquette qui est Scribus. C'est pas mal, mais c'est pas mal de limitations à l'époque sur Scribus. Je le trouve Donc je me dis, compliqué, bon, je bah, le trouve je vais, compliqué, je vais essayer logiciel. InDesign, quoi. Ouais, du coup, maintenant, tu es sur une design pour toutes tes productions, du coup. Ouais, bah maintenant, vu que c'est devenu un peu de facto mon second métier, ouais, j'ai InDesign et puis j'ai la suite de Serif également, Affinity. Ah, tu utilises Affinity aussi, en Ouais, ouais, bah, complément. ouais, ouais, bah, les deux sont complémentaires, je dirais, tu vois. Euh, Pas vraiment fait pour faire la même chose. Si tu veux faire de la maquette très rigoureuse, assez longue et très structurée, InDesign est mieux. Si tu veux faire quelque chose de plus créatif et de plus déconstruit, Affinity est bien plus pratique. Il est plus récent, donc il a moins de limitations. Voilà. Du coup, tu choisis en fonction des projets ou... Ouais, ouais, clairement. C'est vraiment le projet, l'aspect du final du projet ou du rendu que je veux qui va dicter le logiciel que j'utilise. Ouais. Parce que j'imagine que tu peux pas travailler Typiquement, avec les deux sur le même projet. Non, ce serait compliqué. Enfin, tu pourrais maqueter des pages dans un et puis des pages dans l'autre, et puis t'amuser à mélanger les exports PDF mais bon, ce serait pas l'idéal. Ça, c'est intéressant. Je savais pas qu'on pouvait utiliser les en parallèle. Bah, c'est de là, ça devient vraiment de la bidouille, quoi, tu vois. Ouais, mais du coup, tu choisis quand tu travailles, par exemple, pour les fondations de l'imaginaire. C'est toi qui choisis en fonction du jeu, on n'en a pas parlé encore, mais tu as fait pas mal de travail pour les Fondations de l'Imaginaire, qui est un label de jeux indépendants, pas mal de trucs assez innovants, assez étranges, on va dire. Du jeu de rôle solo, du jeu de rôle. Je sais pas comment le décrire mieux, je vais te laisser, ce sera peut-être plus simple pour toi d'en parler, mais c'est beaucoup de trucs en solitaire ou des trucs un peu étranges, quoi. On est à des milieux de Donjons et Dragons et des jeux de rôle un peu mainstream, et c'est tout un label avec tout un tas de jeux différents. Et, Tout à euh, fait. et c'est toi qui les maquettes du coup. Euh, oui, maintenant, on a un peu, il y a d'autres personnes, je suis plus tout seul, mais oui. Donc, effectivement, en fait, donc, je commence à faire mes maquettes vers 2015-2016. J'aime ça, j'apprends, je me forme par moi-même, en faisant de plus en plus, en maquettant tous mes jeux que j'écris et tout. Bah, ceux du 3 fois forgé également. Hein, et puis voilà, donc c'est quelque chose que j'apprécie faire. Et puis en 2023, les fondations d'Imaginaire me contactent pour me proposer d'éditer certains des scénarios que j'ai écrit. Au final, ça s'est pas fait, mais j'ai aussi profité de l'occasion pour leur dire, écoutez, j'ai des compétences que je peux peut-être mettre à votre service. Je sais écrire, je sais rédiger, je sais faire du game design, je sais faire de la maquette. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc effectivement, j'ai bien fait de demander parce que ils ont sauté sur l'occasion et puis tout de suite, ils m'ont dit bah ouais, ouais, on n'a pas de maquettiste, donc si tu sais faire, c'est parfait. Donc effectivement, pour les fondations de l'imaginaire, donc c'est un nouvel éditeur qui s'est monté mi-2023 à peu près. Euh, c'est une émanation de Neoludis, qui est distributeur de jeux, et c'est Jérôme Miozo qui, chez Neoludis, avait envie de proposer justement des petits jeux qui sortent des habitudes. Donc pas du Donjon et Dragon et pas du Cthulhu, mais des petits jeux solo avec des thèmes très variés, des mécaniques très différentes. Et donc la sélection de jeux s'est fait comme ça, le catalogue s'est construit au fur et à mesure. Et puis ouais, j'ai bossé sur la maquette de quasiment tous les jeux qui sont sortis jusqu'à présent, sauf peut-être un ou deux.
Et puis, le choix du logiciel se fait. Alors, chez les fondations imaginaires, on fait beaucoup de traductions, quelques créations également originales. Mais donc, le choix du logiciel de maquette se fait un petit peu en fonction des fichiers sources que tu reçois de l'auteur de la VO, quoi. Dans certains cas, j'ai changé de logiciel pour refaire parce que je considérais que c'était mieux de le faire soit sous InDesign, soit sous Affinity. Mais voilà un petit peu ce qui dicte le choix du logiciel, quoi. Ça, c'est une question que je me pose souvent, mais dans le cadre de la traduction, tu refais quand même la maquette, du coup. Ou tu adaptes la maquette. Ah ouais. Alors, généralement, donc les traductions, c'est Jérôme qui s'en occupe, et puis on refait la maquette, ça dépend en fait. Il faut savoir que ton texte français il va prendre à peu près 20% de plus de place qu'un texte en anglais. Donc il faut. Des fois la maquette elle passe comme ça, tu arrives à couler ton texte français dans la maquette originale. Des fois il faut la refaire, soit parce qu'il n'y a pas la place, soit aussi parce que vu qu'on travaille beaucoup sur des jeux qui sont très indépendants, on a des petits jeux anglais, mais on a des petits jeux brésiliens, on a des jeux italiens, on a des jeux de néerlandais. Donc c'est des trucs très indés avec des gens qui savent pas forcément faire des maquettes de manière très académique. Il m'arrive assez souvent de refaire la maquette depuis zéro en gardant un rendu visuel identique, mais tout simplement parce que je perds moins de temps à repartir de zéro en travaillant de la façon dont j'aime, plutôt que de devoir essayer de comprendre comment telle ou telle personne a fait la maquette avant, et puis de m'apercevoir que, mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça comme ça? C'est pas comme ça qu'on fait, c'est affreux. Enfin, ça Ouais, c'est souvent. ouais, ouais. Ou se rendre compte qu'il n'y a pas de titre, donc tu peux pas faire table des matières. Ou j'imagine ce Encore, genre de. Peut-être pas à ce point-là, mais ce genre de. ouais, ça c'est vraiment pas le pire parce que ça se fait assez facilement. Mais par exemple, le dernier jeu que j'ai maquetté là pour les fondations, ça sort pour mi-octobre. Ça s'appelle Ne jouez surtout pas à ce jeu. C'est un jeu d'horreur qui fait 200 pages. Et il y a une bonne centaine de pages où il y a un fond qui est des morceaux de papier déchirés. Et au lieu d'avoir fait un template en utilisant une seule fois une image de fond de papier déchiré, sur chacune de ces 100 pages, il y a 5-6 images qui sont collées une à une pour faire ce fond de papier. J'ai dû tout virer, je sais pas, j'ai dû virer un millier d'images qui étaient dans le bouquin pour refaire ça de manière plus logique et plus efficace, quoi. Est-ce que ça suivait le texte moins, ou est-ce qu'à chaque fois que tu bougeais le texte, ça foutait. Ça Ouais, faisait rigoler. ça bougeait pas avec le texte, mais bon, enfin, c'était quand même. Enfin voilà, tu sens que c'est que la personne qui a fait la maquette à la base n'est pas maquettiste, quoi, a fait comme elle peut. Parce qu'en fait, faire une maquette, au final, c'est pas très compliqué. C'est assez simple, tu dessines tes cadres, tu mets ton texte dedans, tu mets tes images par au-dessus, par en dessous. Sur le principe, il n'y a rien de sorcier, quoi. Ce qui est compliqué, c'est de faire une maquette qui soit juste, où il n'y ait pas de orthotypographiquement, où tu n'aies pas de deux points qui se promènent au début d'une phrase, où tu n'aies pas de mots orphelins, et ce genre de trucs, et puis qui soit harmonieusement espacé, cadencé. C'est ça qui demande beaucoup de. Enfin, c'est vraiment ça demande du métier et de l'expérience en fait, parce que ça s'apprend pas de nulle part, quoi. Toi, tu l'as appris par toi-même, du coup. T'as pas Ouais, ouais, suivi de tout cours. simplement en faisant de plus en plus de maquettes et puis en voyant ce qui marchait pas. Beaucoup de tutoriaux également sur Internet, hein, il y en a des heures et des heures et des heures de vidéos. J'en ai regardé plein pour apprendre à faire des trucs, pour fluidifier ton processus, pour gagner du temps sur la façon dont tu fais ta mise en page. Il y a plein d'astuces, quoi. Et du coup, avant de passer à la licorne, juste j'ai encore plus ou moins une dernière question sur ton parcours de maquettiste, sur ton travail dans le milieu du jeu. C'est ton métier, du coup, le jeu de rôle, ou tu fais autre chose à côté, comme 90% des gens, malheureusement. Euh, Comme 99% des gens, non, j'ai un vrai métier à côté que je fais en journée et qui paye les factures et tout, et qui m'offre un revenu stable. Et puis mes soirs et mes week-ends, je travaille en freelance pour faire de la maquette pour des clients, quoi. J'aurais du mal à en vivre de manière sereine, quoi. Ouais, ouais, non, c'est compréhensible. Et puis après, même les quelques-uns qui arrivent à en vivre, tu te rends compte qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de leur tête, parce que si un client tout d'un coup peut plus ou machin,
Ouais, Bah, enfin, tu te retrouves à bosser en freelance, donc quand il y a du boulot, c'est bien, il y a du boulot, et puis bah, quand il n'y en a pas, quand tu n'as plus de clients, quand c'est une période creuse, bah, ça devient plus compliqué, tu vois. Donc toi, c'est pour ça, je garde ça comme activité secondaire, ça me plaît beaucoup, ça m'amuse, j'apprends beaucoup, mais je continue à avoir un vrai métier à côté. parfait. Parfait. Je pense que c'est pas mal sur ton parcours. On a fait un peu le tour. À moins que tu aies des choses que tu voudrais dire sur toi, sur ta pratique du jeu de rôle, qu'on aurait Non, oublié. c'est à peu près tout, tu vois, ça fait presque 3 ans maintenant que je fais de la maquette pour des clients. Et donc j'ai appris beaucoup aussi avec les relations avec l'imprimeur et tout ça, les exigences techniques d'un imprimeur. Donc c'est pour ça que je me dis maintenant, voilà, je suis apte à passer l'étape suivante, de devenir moi-même éditeur. Voilà. Et du coup, ça sera pour la licorne de l'abondance. Que Ouais, tu tout à as, fait, ouais. que C'est tu ça. as coécrit, du coup. T'es pas le seul auteur. Ouais, ouais, sur Licorne d'Abondance, c'est pas moi qui suis à l'origine du projet. J'ai rencontré le créateur à Octogone en 2023. J'étais sur place sur l'espace Laforge, qui est l'espace qui est mis à disposition des projets amateurs, en fait. Et j'y présentais à Hardy, j'y présentais les scénarios Medfan que j'ai déjà écrits, qui sont disponibles gratuitement sur DriveThru RPG. Et puis, on discute, on sympathise un petit peu, et puis il me dit qu'il aimerait bien qu'on écrive des trucs, parce que lui aussi écrit de son côté. Et puis voilà, ce faisant, on commence à poser les bases d'un scénario et d'une histoire, avec de son côté l'envie d'avoir un scénario qui soit très axé sur les personnages, parce qu'il fait majoritairement jouer du jeu sans règles, sans dés, vraiment très social, tu vois, où tout repose sur les interactions, les discussions et les décisions. Et puis de mon côté, je voulais un jeu qui puisse être joué avec des règles, parce que c'est ce que la majorité des gens font, et qui offre beaucoup plus de liberté que la plupart des scénarios Medfan, qui ont souvent tendance à être un petit peu sur des rails, quoi. Pas tous, mais c'est une bonne partie de la production qui est dans cette optique-là. Donc voilà, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de bosser à deux sur un projet. En plus, j'aime beaucoup bosser à plusieurs, hein, parce que bah, je pense que deux cerveaux ont de meilleures idées qu'un seul. Donc voilà. Oh, c'est souvent vrai. Il y a eu pas mal d'études sur l'intelligence collective, sur le fait que, effectivement, quand tu regroupes des idées, ça a tendance à être plus efficace. Du coup, il a eu l'idée, vous l'avez travaillé ensemble. Et qu'est-ce qu'on y joue dans la licorne d'abondance? Quelques mots, Ah, qu'est-ce qu'on joue? On y fait quoi? alors, dans, En dans très les camps simple. de vacances, en fait, le seul présupposé de base, c'est que les personnages que vous incarnez ont entendu une rumeur plusieurs fois qui revient de ces derniers temps. Une licorne aurait été vue auprès du village d'Abondance, au fin fond d'une petite baronnie un petit peu isolée, et les joueurs ont décidé de s'y rendre. C'est eux qui vont décider quel personnage ils jouent et quelle est la raison qui les pousse à s'y rendre. Ça marche tout aussi bien si vous jouez à un groupe qui est déjà formé en disant ok, on a besoin de la licorne parce que peut-être qu'il y a de l'argent à se faire, ou on a besoin de sa corne pour guérir une telle personne qui est malade, ça vaut le coup d'essayer, ce genre de choses. Ça marche aussi si tu fais un one shot et que on crée les personnages juste avant et que chacun va avoir une intention et puis un objectif complètement différent. L'un voudrait pouvoir capturer la licorne, l'autre voudrait pouvoir l'observer, peut-être qu'un troisième voudra la tuer pour l'afficher sur son tableau de chasse, tu vois. Et les personnages décident qui ils sont, pourquoi cette histoire de licorne les intéresse, et comment est-ce qu'ils se rencontrent. Est-ce qu'ils se connaissent déjà, est-ce qu'ils se rencontrent sur la route, est-ce qu'ils ont juste décidé de cheminer ensemble. Et c'est à peu près tout. Une fois que cette base est un peu décidée en commun au début de la partie, et ben, vous arrivez au petit village d'Abondance, et puis face à vous s'ouvre un village, plein de PNJ, et puis une liberté totale de faire à peu près ce que vous voulez pour essayer de trouver cette licorne, ou pas. Parce que dans le village, il se passe des choses aussi, il y a d'autres rumeurs, d'autres histoires qui pourraient peut-être plus vous intéresser que l'histoire de licorne, et qui risque enfin, qui pourraient vous faire oublier que vous êtes venu là pour trouver une licorne. Quand tu dis que les joueurs peuvent jouer ce qu'ils veulent et qu'ils doivent décider pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils seront guidés?
imaginons, je pense à des gens, par exemple, au club qui ont pas, voilà, qui ont pas forcément l'inspiration, que je vois beaucoup bloqués avec des jeux en émergence, par exemple. Est-ce que, ça sera, bah, pourquoi vous êtes là à point? Ou est-ce qu'il y a quand même dans l'ouvrage suffisamment de pistes? Est-ce qu'avec, ton co-auteur, vous donnez les pistes, des exemples de pourquoi est-ce que vous des raisons qui pourraient dire de qui pourraient, voilà, pour ceux qui n'auraient pas d'inspiration, est-ce qu'on est guidé là-dessus? Et est-ce qu'il y a des prétirés si on n'a pas envie de faire de création de personnage ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas prévu? Alors oui, il y a un tableau d'une dizaine d'entrées qui fournit des motifs et des raisons de pourquoi est-ce que, vous êtes intéressé à cette histoire de licorne. Donc les joueurs peuvent tirer sur la table ou choisir volontairement. Le MJ peut les guider, les aider. Et puis, c'est jamais négatif ou impensable de juste faire un tour de table. Si vous n'avez pas d'idée de pourquoi est-ce que votre personnage est à la recherche de licorne, il ne faut pas hésiter à demander aux autres joueurs et joueuses autour de la table. Ils ont plein d'idées aussi, ils pourront vous en fournir. Mais oui, on a prévu quand même ça un petit peu dans le livre pour aider à amorcer un petit peu l'histoire et même à pouvoir la raccrocher à une campagne que vous auriez déjà en cours. Parce que vu que l'histoire est vraiment très contenue, ça se passe au fin fond d'une petite baronnie en bordure de forêt, vous pouvez la placer à peu près n'importe où vous voulez dans une campagne que vous avez déjà en cours. À partir du moment où c'est pas un environnement désertique et tout, et que vous pouvez coller un village et une forêt, ça marchera, quoi. Ouais, donc c'est compatible avec Donjons& et Dragons 5e édition, mais il y a pas vraiment d'univers spécifique. Ce village Non, non. d'Abondance, on pourrait le placer dans les Royaumes oubliés, on pourrait les placer ailleurs, quoi. On pourrait les placer dans Greyhawk, on pourrait les placer un peu où on veut dans les différentes mythologies du Donjonverse, ou même notre petit jeu OSR, Maquetto Monster, j'aime beaucoup. Je pourrais très bien imaginer, voilà, on joue à Maquetto Monster et bah tiens, il y a le village d'Abondance et il y a la rumeur d'une licorne. Ouais, ouais, tout à fait. C'était un peu l'intention du truc, c'est d'avoir un scénario qui soit jouable en one shot en convention ou chez vous, et qui peut être joué en 3 heures à peu près si vous voulez une partie assez réduite, mais qui peut aussi être intégré à une campagne en cours. Donc on fournit également des petites accroches comme ça, et puis qui va pouvoir, si vraiment vous voulez poncer le scénario dans tous les sens, rencontrer tous les personnages et vivre toutes les interactions possibles, je pense qu'il faut 6 à 8 heures de jeu à peu près. Ok, donc c'est plus un scénario slash one shot qu'une campagne, quoi. C'est vraiment une histoire contenue, il y a un début, un milieu, une fin, et comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment en mode bac à sable. C'est-à-dire que vous, dans l'ouvrage, vous allez fournir le village, les rumeurs, les PNJ. Il me semble qu'il y en a une vingtaine, c'est ça? Une vingtaine de PNJ qui ont Ouais, tous tout à fait, c'est ça. leur agenda, leur motivation, leur façon de penser. Et du coup, voilà, l'idée c'est de proposer ce cadre, et puis après on balance les joueurs et les joueuses dedans, et puis on regarde comment ça, comment ça réagit, quoi, Ouais, tout à fait. comment Le ça but, tu vois, interagit c'est avec d'offrir l'univers, une quoi. espèce de petit bout d'univers vivant, en fait. On a un petit village et avec une quinzaine de PNJ qui sont dedans. Il y en a 20 au total, mais certains ne sont pas dans le village. Il y en a qui sont en forêt, il y en a qui sont dans les environs. Mais grosso modo, on veut vraiment avoir un petit bout d'univers qui fasse vivant, tu vois. Les PNJ, ils ont des façons d'agir, ils ont des objectifs, il y a des choses qu'ils savent, il y a des choses qu'ils savent pas, et de vraiment mettre tout ça en dynamique avec aucune scène préétablie, aucun passage obligé. La seule chose que vous avez à faire en tant que MJ, c'est simplement demander à vos joueurs, ok, je vous présente la scène globale lorsque vous arrivez au village, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Est-ce qu'il y a un personnage qui vous intrigue? Est-ce que vous avez des questions à poser? À qui vous voulez les poser? Il y a sans doute un chef du village, il y a une auberge, là sur la grande place, il y a quelqu'un qui est en train de tenir un discours. Devant l'église, il y a un prêtre avec 2 personnes. Vous êtes libre d'aller où vous voulez, de poser des questions que vous voulez à qui vous voulez. Et en tant que MJ, bah, tu as juste à rebondir là-dessus, répondre et faire agir les gens de manière logique en fonction de ce que tu sais d'eux. Chaque PNJ a une petite fiche en fait qui décrit ses motivations, ses secrets, ses façons de faire, ses façons d'être. Voilà. Les objectifs aussi, j'imagine, par rapport à la licorne, puis plus globalement par rapport à ce qui se passe dans le village. Un chef du village va peut-être pas avoir les mêmes intérêts que le forgeron ou que l'aubergiste, ce genre de choses. Ouais, tout à fait.
Il faut savoir que, vu que cette rumeur de licorne, elle circule déjà depuis quelques semaines, vous n'êtes pas les seuls aventuriers à être intéressés et intrigués. Il y a d'autres curieux comme vous qui sont venus là. Certains sont là pour la chasser, certains sont là pour la capturer, certains sont là pour la protéger, certains sont là pour l'étudier. Et tous ces gens, en fait, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, c'est vraiment tout en teinte de gris et juste où est-ce que vous vous situez par rapport à leur curseur moral à eux, quoi. Vous pouvez tout à fait, si vous voulez, jouer un groupe de chasseurs de primes ou de chasseurs de créatures fantastiques qui vient traquer et tuer la licorne. Il n'y a aucun souci avec ça, ça marche parfaitement. C'est juste que ça vous donnera un autre vision de l'histoire, parce que bah, vous allez plus vous rapprocher des gens qui vont avoir des objectifs un peu similaires avec les vôtres, mais pas trop non plus, parce que c'est de la concurrence, donc à un moment, il va falloir les gérer d'une manière ou d'une autre. Donc vous êtes extrêmement libre de faire à peu près ce que vous voulez. Et du coup, si tu parles de faire 3 heures ou 6-8 heures, j'imagine que vous arrivez à configurer, à jouer sur le temps en fonction du nombre de PNJ que vous mettez dedans, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, pour que l'histoire tourne, il y a 4 PNJ qui sont centraux et autour desquels viennent graviter. Bon, on a 2 axes narratifs en fait dans ce petit scénario. Il y en a un qui tourne autour de la licorne et puis un autre qui tourne autour d'autre chose. Et il n'y a que 4 PNJ qui sont vraiment strictement nécessaires pour que toutes ces 2 petites histoires s'imbriquent et qu'on puisse agir. Donc si tu fais jouer que 4 ou 5 PNJ, c'est assez facile parce que en tant que MJ débutant par exemple, bah, t'as que 4 ou 5 personnages à mettre en avant, à faire répondre, à faire interagir. Et forcément, bah, ça va faire une durée de jeu plus courte, parce que tout simplement, bah, il y a moins d'interactions possibles, il y a moins de personnages à qui discuter, donc ça va te donner un scénario plus Il va se passer colosse. aussi, ouais, il va se passer aussi moins de choses. Il va aussi se passer Ouais, beaucoup moins de complètement. choses. Bah, moins de péripéties, tout simplement, parce qu'il y a moins de gens qui seront là pour te mettre les bâtons dans les roues, ou te demander des choses, ou te demander un service, ou te demander ton aide, tu vois. Et au contraire, si tu veux rallonger la durée de la partie ou offrir plus d'interactions, eh ben, tu as juste à piocher dans la liste de PNJ qui existe. Alors, soit tu les choisis, mais il y a aussi une table sur laquelle tu pourras les tirer au dé si tu veux vraiment jouer de manière très old school et laisser les dés décider pour toi de qui intervient à quel moment. Et bah, tu rajoutes ces PNJ et ça va naturellement et de manière très organique te densifier l'univers tout simplement parce qu'il y aura plus d'interactions, parce qu'il y a plus de monde en fait dans ton petit univers que tu mets en scène. Et puis ça va aussi demander forcément plus de travail au MJ parce qu'il y aura plus de gens à faire vivre aussi, quoi. C'est au meneur ou à la meneuse de décider de faire une espèce de compromis entre le temps de partie et puis le temps de travail. Ça permet de décider de faire un peu son scénario à la main, quoi. Est-ce qu'on fait un one shot rapide ou est-ce qu'on fait un truc un peu plus costaud, un peu plus fouillé? Ouais, tout à fait. Et puis en restant modulaire, parce que tu peux l'adapter au fur et à mesure, tu vois. Si tu commences avec peu de PNJ, 4, 5, 6, histoire de poser l'ambiance, le village, les intrigues, et puis de voir ce qui intéresse les personnages et tout, et si tu constates que ça va trop vite ou que bah, tu jouerais bien encore 1 heure de plus parce qu'il y a le temps, rien ne t'interdit de rajouter un PNJ à ce moment-là qui débarque et puis qui va venir comme un chien dans un jeu de quilles, chambouler ce que sont en train de faire les personnages ou les envoyer sur une autre piste. Tu vois, c'est très modulaire en fait à la volée. T'as rien à préparer à l'avance parce que, à part avoir lu le scénario et puis avoir vaguement en tête une idée de qui sont les PNJ et de quel enfin quels objectifs ils ont, bah, une fois que tu as ça, tu peux assez facilement le maîtriser de manière très organique. Et puis, bien que le scénario soit jouable par des débutants, parce que si tu le fais juste avec 4 PNJ, c'est assez simple. Au contraire, si tu fais jouer 15-20 PNJ sur 4 heures, là, tu as vraiment du scénario très, très, comment dire, Ça devient un peu plus très costaud. interactif. Ça devient un peu plus costaud. Il faut commencer à prendre des notes, quoi, pour être sûr de qui fait quoi, comment et d'avoir tous les. Ouais, faut commencer à prendre des notes. Sans forcément prendre des notes, tu vois, mais c'est vraiment du scénario où tu vas pouvoir. Enfin, moi, je sais qu'en tant que MJ, je me fais plaisir à maîtriser ce scénario à chaque fois parce que je joue les personnages avec des accents, avec des humeurs très typées, des caractères. On a vraiment écrit des PNJ pour qu'ils soient très différenciables, aussi bien physiquement que sur leur caractère, que sur leur façon d'agir ou leur objectif. Ils ont chacun leur façon de faire et ils sont très, comment dire, très uniques en fait.
ils ont l'air plaisants à jouer déjà. Quand tu parles d'eux, t'es tout sourire. Ça a l'air d'être juste un régal à jouer. J'ai une petite question sur le scénario. Où est-ce qu'il en est au niveau de où est-ce que vous en êtes en fait avant de lancer le financement participatif? Que ça soit le livre, mais aussi voilà, le scénario il est fini, j'imagine, il a déjà été playtesté, etc. Et puis où est-ce que vous en êtes, voilà, savoir qu'est-ce qui restera à faire quand le financement participatif arrivera le 22 sur Gamon. Ouais. Donc le scénario, il est écrit, il doit faire 150 000 signes à l'heure actuelle à peu près. Il a été playtesté 8 fois au total. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je le fais playtester, je prends un kiff énorme parce que il est très. Tu joues jamais la même chose en fait, vu que le scénario est très réactif, tu réagis uniquement à ce que font les personnages, ça change à chaque playtest, donc c'est très cool. Et donc il est écrit, là en ce moment je suis en train d'incorporer les révisions et les relectures que j'ai demandé à Frédéric Meurin, qui est un mercenaire du jeu de rôle qui est écrit sur un nombre de gamme incalculable. Et qui m'a fait donc une première relecture du scénario. Je suis en train de traiter tout ça, de modifier un petit peu ce qui doit l'être, de clarifier les points, de réorganiser pour qu'on ait vraiment un scénario qui soit au niveau des attentes du public, quoi. Et puis voilà, donc il y aura peut-être un petit peu d'écriture en plus qui viendra. On a encore quelques mois pour si j'ai d'autres idées, quelques trucs qu'on veut rajouter. Mais grosso modo, le scénario, il est à peu près fini, il est à peu près bouclé. Le financement, on le lance donc du 22 septembre au 15 octobre. Et puis, ce qui restera à faire une fois le financement bouclé, ben, ce sera des illustrations supplémentaires pour GoGots en fonction du succès du financement, quoi. Il y a quelques portraits de personnages à dessiner, peut-être des cartes si elles sont débloquées. Elles ne sont pas du tout nécessaires pour jouer, mais c'est toujours sympa d'avoir une carte pour visualiser un petit peu les environnements. Et puis des illustrations en plus. Et puis voilà, donc le projet il sera bouclé en temps et en heure parce que j'ai volontairement choisi de ne pas mettre de création supplémentaire, je ne vais pas rajouter un arc scénaristique, je ne vais pas créer de nouveaux personnages ou quoi que ce soit, justement pour ne pas prendre de retard sur la livraison. Et puis en plus, on a choisi une livraison qui devrait intervenir vers mars-avril 2026, tout simplement pour laisser le temps à Gogots de faire ses illustrations correctement sans avoir à rusher le truc, nous laisser le temps à nous de peaufiner le texte et de le faire relire par deux relectrices en plus de la relecture qui a déjà eu lieu. Et puis bah, à moi de faire la maquette. Et puis voilà, quoi. Tu vois, on s'est vraiment pris une marge de sécurité pour être à peu près certain de ne pas dépasser. C'est intéressant que tu parles de la relecture parce que c'est quelque chose que je trouve manque. Même parfois dans des gammes entre guillemets professionnelles. Je ne vais pas forcément faire des amis, mais quand tu vois certains ouvrages dont je ne citerai pas je ne citerai pas l'éditeur ni le jeu, mais ça parle d'un marteau de guerre où la VF était tellement catastrophique qu'ils ont dû faire une version corrigée, révisée. Tu te dis que parfois les relecteurs c'est bien et je suis très content que tu en parles. Moi j'ai une question par contre, un truc qui m'intéresse, il me semble pas que tu en as parlé ailleurs sur le playtest, mais vous l'avez playtesté, donc toi et ton co-auteur, mais vous l'avez pas encore fait playtester par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu aujourd'hui de MJ qui a fait jouer la Licorne d'Abondance sans vous si. Alors, pas encore, mais c'est prévu. J'ai un pote qui va Parfait, le parfait, playtester parfait, parce que c'est cette semaine. Je dois lui fournir le document d'ici 4 jours, je crois. C'est pour ça que je suis en train de traiter un peu toutes les corrections de la première relecture, histoire d'avoir un truc qui soit un peu plus, ouais, c'est super, un peu plus c'est propre. vraiment super important parce que il y a tellement de choses Ah oui. qu'on fait automatiquement que on se rend pas compte que des fois il manque des trucs dans le livre parce qu'ils sont tellement on a tellement puis moi ça va faire je suis pas- je produis pas des jeux de rôle depuis longtemps mais du jeu de rôle j'en joue depuis 2002 donc ça commence à faire et j'ai des sortes de mauvaises habitudes qui font que parfois je mets pas les trucs dans mes livres ou dans mes machins parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que j'ai toujours fait comme ça donc je fais comme ça. Ah ouais, Et puis quand mes jeux ils sortent, que les gens ils jouent avec et qu'ils font des trucs, et que je les regarde jouer ou machin, des actual play, faire partie d'un autre, et je me dis, mais non, c'est pas comme ça. Bah, j'ai pas marqué dans le livre que c'était pas comme ça. Donc, c'est ma faute. Mais ah, ouais, d'accord. c'est super important de faire tester un jeu ou même un scénario par quelqu'un d'autre que soi, quoi. Si Bah, t'es pas c'est pour sûr ça, en fait, là-dessus.
Assez bizarrement, en fait, le travail d'éditeur de texte, donc éditeur en anglais, c'est ce que je fais pour les fondations d'imaginaire depuis 2 ans et demi. Tu vois, c'est une partie du métier, quoi. Tous les jeux des fondations d'imaginaire, je les ai relus, je les ai corrigés, j'ai fait l'adaptation, je me suis assuré que tout était bien compréhensible. Souvent, j'ai patché le jeu parce qu'il y avait des trucs qui déconnaient dans la VO. Mais pour ce scénario-là, j'ai choisi de demander à Frédéric de me faire, lui, une relecture, en sachant qu'il ne connaissait pas le truc, pour être sûr que le scénario soit bien structuré et qu'il manque aucune information. Voilà, donc j'ai demandé à un pote de faire ce qui est mon métier, tu vois, Non, non, pour mais, m'assurer que, non, mais pour m'assurer que ce soit bien. t'as eu totalement raison, surtout que c'est beaucoup plus facile de corriger les autres que soi-même. Ah oui, mais c'est pour ça que je l'ai fait, en fait. C'est pour ça que je l'ai demandé, parce que je suis très conscient que corriger un texte que tu as toi-même écrit, c'est extrêmement compliqué, parce que tu as tout en tête. Tu connais les tenants, les aboutissants, toutes les intrigues, tu connais les personnages. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, tu vois. Le texte, on l'a écrit, réécrit, peaufiné, modifié, réécrit, et ainsi de suite. Tu le connais par cœur. Et c'est pas évident sur un texte que tu connais par cœur de voir ce qui manque, de voir que, ah bah ouais, j'aurais peut-être dû présenter tel personnage avant tel autre, parce que là, je parle d'un truc qui est pas forcément évident, et c'est ce genre de détails, tu vois, qui sont quasiment impossibles à faire par toi-même. Ça te demanderait d'oublier complètement ton texte, que tu n'arrives jamais à faire. Si je prends toujours beaucoup de temps pour travailler sur mes jeux et mes textes, c'est parce que j'aime bien oublier au maximum ce que j'ai écrit pour le redécouvrir avec un œil neuf, parce que ça aide à voir les erreurs et les bidouilles. Mais tu peux jamais le faire aussi bien que quelqu'un qui découvre le jeu. Donc c'est pour ça qu'on a un relecteur qui nous a fait une première relecture du truc, il en fera une deuxième d'ailleurs, une fois qu'on aura modifié un petit peu ce qui doit l'être. Et puis c'est pour ça qu'on va aussi faire tester le jeu scénario à des potes qui le découvrent pour la première fois, pour nous assurer que bah, tout est bien clair, qu'il manque pas ceci ou cela, et puis rendre un truc qui soit limpide et nickel. Et puis bien entendu, avant d'imprimer, on fera relire cette fois-ci donc par 2 relectrices qui sont des correctrices, hein, spécialisé en orthographe et en syntaxe et tout ça, pour être limité au maximum le nombre de fautes d'orthographe, parce que ça fait jamais plaisir d'en avoir dans un livre qu'on achète, quoi. Oui, et puis surtout, ça donne une très mauvaise impression du produit final. Parce que même un bon jeu, même un jeu qui est intéressant, moi je crois que c'est les écuries à la tâche, le jeu est sympa au final, mais il y a une faute dans le quatrième de couverture. Tu tournes ton livre et tu as une faute dans le 4. c'est- Le jeu en soi, il n'y a pas tant de fautes que ça à l'intérieur, mais genre c'est le Ouais, quatrième de couverture. Je crois que c'est ça, je crois que c'est les écuries à la tâche, je crois que c'est ça le jeu. Mais ouais, tu as une faute directe quand tu vois le résumé du jeu à autour du jeu. Et du coup, tu pars tout de suite avec une très mauvaise impression. Et c'est ouais, dommage. clairement. Ouais, du coup, c'est très bien. Je pense qu'on a pas mal fait de choses sur la lecture d'abondance. Moi, j'avais une question plutôt logistique et financement participatif. C'est juste par curiosité, hein, ça change rien à la qualité du projet. Mais pourquoi tu as choisi Game on Tabletop? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce qu'il y a Ulule, il y a Kickstarter? Alors, j'ai choisi Game on Tabletop. Alors, Kickstarter, pour moi, c'était un peu exclu parce que dans mon esprit, c'est vraiment pour du truc en anglais. Donc, si jamais un jour je fais un Kickstarter en anglais, je le ferai sans doute sur Kickstarter. Voilà. Et j'ai choisi Game on Tabletop plutôt que Ulule parce que, vu que là, Licorne d'Abondance, c'est du scénario, je me suis dit autant aller sur une plateforme qui est vraiment spécialisée jeu de rôle. J'aurais plus de. Enfin, ça me semble faire plus de sens de vendre un scénario sur cette plateforme plutôt que sur Ulule qui est beaucoup plus diversifié et généraliste où tu vas pouvoir trouver un peu tout et n'importe quoi. Je me disais au moins sur Game on Tabletop, le produit il sera sur la page d'accueil pendant beaucoup plus longtemps que sur Ulule. Et puis il y a aussi le fait que, bah, vu que je suis sur Lyon, je connais un petit peu Laura Hoffman qui bosse sur Game on Tabletop. J'ai pu échanger avec elle plusieurs fois et tout. Et elle connaissait bien son sujet. Elle a répondu à mes questions de manière claire et limpide. Elle m'a beaucoup aidé pour la mise en place du truc. Donc voilà. Donc on teste avec Game on Tabletop. Je me fais pas de soucis. Ça devrait marcher très Non, correctement avec eux et tout. Voilà. ça marche super bien. Je pose aussi la question. Laura Hoffman, et d'ailleurs, avant de s'occuper de Game on Tabletop, elle venait parfois jouer à mon club. On la voit plus depuis qu'elle bosse. C'est triste. Mais Plus le temps. non, non, elle a carrément plus le temps. Mais je posais la question parce que j'ai aussi pas mal de retours assez positifs sur la partie logistique de Element Tabletop, sur le bulletin numérique, sur le fait de pouvoir gérer les PDF, sur pas mal de choses qui ont l'air de rendre la plateforme beaucoup plus simple que les autres en fait. Ouais, là-dessus, là, je découvre encore parce que pour l'instant,
J'ai fait que créer la page, les produits et les contreparties et tout ça. Toute la partie butin numérique, je l'ai pas encore vraiment abordé, quoi. Et ouais, ça a l'air Ça d'être fait une ça. solution qui fonctionne vraiment, vraiment très bien. Ah ouais. Je réfléchis si j'ai pas oublié d'autres choses. Et une autre question aussi, il y a pas mal, de plus en plus, il y a beaucoup d'actual play, de parties enregistrées qui se font, parce que ça a l'air de porter un peu les jeux. Il me semble qu'il n'y en a pas pour la Légende d'Abondance. C'est quelque chose que tu pas envie de faire, que tu n'as pas eu l'occasion de faire. C'est quelque chose avec lequel tu n'es peut-être pas à l'aise, parce qu'il faut trouver des gens qui le fassent, il faut apprendre à le faire soi-même. Qu'est-ce que tu en penses Alors, des actual play en général et pour la Légende d'Abondance? si on l'a pas fait, c'est plutôt un choix conscient de notre part, en fait. Vu que c'est un scénario, ça m'embêtait un petit peu Divulgacher? d'avoir un spoiler gigantesque. Voilà. Parce que le scénario est extrêmement rejouable en tant que MJ, parce que comme je l'ai dit, tu fais que réagir à ce que font les personnages et les joueurs, hein, et joueuses. Je l'ai fait jouer 5 fois, j'ai pas eu 5 fois, enfin 5 fois j'ai eu des déroulés complètement différents, mais complètement différents, tu vois, avec des fins qui n'avaient rien à voir, des ordres, d'intervention et tout qui changeaient complètement. Et c'est pour ça que c'est extrêmement plaisant pour moi de le maîtriser à nouveau, tu vois, je leur fais encore jouer 5-6 fois sans aucun problème. Par contre, d'un point de vue joueur ou joueuse, bah, une fois que si on te spoil un petit peu les secrets de l'histoire du lieu, tu peux passer outre pour le jouer, mais c'est quand même plus sympa de les découvrir par toi-même, tu vois. Ça aurait été un jeu et pas un scénario, ouais, j'aurais aucun souci, j'aurais cherché à faire de l'actual play euh, pour en faire un petit peu la promotion du truc. Mais là, Ouais, dans ce cadre, c'est toujours vu que compliqué, c'est toujours compliqué les scénarios, les campagnes, tu peux pas ouais. divulgacher, faut en dire assez mais pas trop. Du coup, c'est pareil, même là en interview, on peut pas aller au fond des choses parce que les secrets d'abondance, bah, tu peux pas me les dire. Ils sont sans doute Ah, très bien, mais ouais, ce serait bête de ma part, tu vois. non, 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 y a pas d'un, voilà, c'est comme ça, c'est un peu l'envers de la médaille, mais c'est intéressant. Et une dernière chose sur le scénario, au niveau mécanique, c'est compatible à Donjons et Dragons, donc j'imagine qu'il y a les stats blocs de la vingtaine de PNJ. Actuellement, Ouais, complètement. quelques antagonistes, créatures en plus que tu peux retrouver dans la forêt ou ce genre de choses. Et du Ouais, coup, donc, il est staté en 5e édition, bah, de manière, comment dire, un petit peu obligatoire, quoi. Parce que si tu veux vendre un scénario en financement participatif, s'il n'est pas compatible 5e édition, c'est compliqué. Voilà. Mais par contre, il a été écrit de manière beaucoup plus old school. Donc, avec des stat blocks, mais à peine chiffrés, enfin vraiment très courts. Comme je l'ai dit, il fait jouer sans règles. Donc le scénario, il est jouable sans règles. Il est jouable avec n'importe quel système old school de ton choix, OSE, Into the Void, Macchiato Monster, vraiment ce que tu veux. Il est jouable juste avec un dé de 20 que tu lances comme ça pour voir ce que ça fait, si ça se passe plutôt bien ou plutôt pas bien. Il est jouable en 5e édition à la lettre si tu veux. Voilà. du coup, c'est vous qui avez fait les stat blocks. C'est vous qui êtes occupé de la traduction Ouais, pour la 5. ouais, alors pour le stat block, je suis pas non plus complètement. Comment dire, je joue assez peu à DD5. Donc j'ai demandé à Isler Dargon de me filer un petit coup de main et de relire les stat blocks que j'avais écrits. Lui, il est un peu plus au fait des choses. Donc il a corrigé quelques broutilles et m'a égayé un petit peu sur certains stat blocks. Donc voilà, j'ai fait un peu appel à un expert en fait pour m'assurer que C'était aussi pour ça que c'était c'était aussi pour ça correct. que je posais la question, quoi. On n'a pas forcément parce que parfois j'ai l'impression que ce synthé compatible est juste là pour dire qu'il est là et qu'il n'est pas forcément bien fait. Si tu as fait appel à un expert, c'est encore une raison de plus de foncer tête baissée dans le projet. C'est plutôt cool. Et Bah après, honnêtement, le 5E, c'est vraiment un argument marketing. Je vous préconise vraiment alors, déjà, il y aura assez peu de combats dans le scénario. Je vous l'annonce tout de suite. Si vous cherchez un scénario porte-monstre Treasure, vous risquez d'être un petit peu déçu. Le scénario il est vraiment axé autour des interactions avec les PNJ et les créatures qui sont présentes dans l'histoire.
si vous voulez du combat, il peut y en avoir, mais ce sera vous qui allez le démarrer généralement. On n'a mis aucun combat aléatoire, aucune rencontre aléatoire et tout. Je considère que c'est pas très intéressant parce que, à part rallonger la durée du scénario artificiellement, il y aurait peu de combats qui feraient sens en fait dans cette histoire. Donc voilà. J'imagine qu'il peut y avoir des combats suite au conflit avec les différents PNJ quand Ah les ouais, objectifs vont être antagonistes. Un groupe qui veut tuer la licorne, puis nous veut la protéger, forcément, je pense qu'à un moment, ça peut effectivement friter un peu. complètement. Il y a aucun combat qui est obligatoire que le scénario vous impose, mais par contre, si c'est votre volonté de sortir les armes pour protéger la licorne ou pour la tuer, il n'y a aucun souci. Tous les personnages, enfin tous les PNJ du jeu ont un stat block et ont des capacités. Et vous allez pouvoir faire du combat si vous voulez. Mais ce sera toujours un choix conscient de la part des joueurs et des joueuses, et pas le scénario qui vous dit allez hop, il y a des loups en forêt, sortez les dés, initiative et on y va. Salut, c'est Eric du Bon Montage. Parce que j'ai encore rencontré un souci, je crois que je suis maudit sur les enregistrements d'interview. Malgré un enregistrement test qui s'est super bien passé, le véritable enregistrement a planté. Très vite, l'image des caméras se fige et il manque aussi la toute fin de l'enregistrement. Donc voilà, je vous le remets là à la main. Nous avions terminé de parler de la légende d'abondance. Nous avions fait le tour du projet, le tour du parcours de Tollcraft, et il ne restait plus qu'à parler des contreparties du futur financement participatif à venir sur Element Tabletop le 22 septembre 2025. Et ce qui était intéressant, en plus des contreparties simples, 24 € plus 6 € de frais de port, vous avez le livre imprimé plus le PDF offert. 9 €, vous avez le PDF offert. Ça, c'est pour les choses simples. Vous avez la capacité de payer plus pour avoir une caricature par Lugatz, l'illustrateur. Il y a 5 emplacements, 5 slots. Mais là où c'était très intéressant, c'est que Tollcraft, tout comme moi, pense que le jeu de rôle est un loisir. Moi, je dirais même un bien culturel qui doit être accessible au plus grand nombre. C'est pourquoi il a décidé d'offrir 20 exemplaires à des prix solidaires. C'est-à-dire que 20 personnes qui souhaitent acquérir la licorne de l'abondance, mais qui n'ont absolument pas les moyens de se permettre d'acheter du jeu de rôle, parce qu'il faut bien se nourrir à la fin du mois, payer son loyer, et que voilà, le jeu de rôle n'est pas forcément une priorité, eh bien, il y aura 20 exemplaires papier, plus PDF offerts, qui seront à 4 € pour justement toutes ces personnes qui n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir s'offrir, qui n'ont pas le luxe, la chance de pouvoir s'offrir du jeu de rôle. Et j'ai trouvé ça super intéressant, on en a un petit peu discuté. Il espère sincèrement que les gens vont jouer le jeu, ils vont pas juste sauter sur l'occasion, puis que les 20 exemplaires solidaires vont pas partir tout de suite pour des gens qui auraient très bien pu mettre plus. Donc ça, c'est super cool, cette offre solidaire. Et comme ces exemplaires vont malheureusement lui faire perdre de l'argent, il n'y en aura que 20 au départ, mais il va aussi donner la possibilité à tout un chacun, tout un chacune, de mettre plus d'argent pour débloquer des nouveaux exemplaires solidaires. Si vous n'êtes pas à 5 € près, eh bien, vous aurez la possibilité de rajouter 5 € à votre contrepartie pour justement débloquer un de ces exemplaires solidaires. Comme ça, Tollcraft et sa maison d'édition perdent moins d'argent, mais ça permet à une personne de plus d'acquérir le jeu à moindre frais parce qu'il ou elle n'en a pas les moyens. Donc voilà, on s'était arrêté là-dessus. J'espère vraiment que les gens vont jouer le jeu, j'espère vraiment que cette histoire solidaire va fonctionner. Pour ma part, je pense que je mettrai les 5 € supplémentaires sans aucun souci, vu le sérieux du bonhomme, vu le sérieux du projet. Puis voilà, si ça peut permettre à quelqu'un d'avoir un scénario clé en main intéressant pour pas grand chose, parce que voilà, tout le monde ne peut pas s'offrir des jeux de rôle, bah, ça sera très bien. C'est tout pour notre interview. Merci d'être resté jusqu'à la fin malgré les nombreux problèmes techniques que j'ai rencontrés. Pour information, Tollcraft sera sur la chaîne de Godot sur YouTube ce 16 septembre 2025 à 21h, où Godot va pouvoir justement vous montrer des illustrations en cours pour la licorne de l'abondance. Voilà, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre des pouces en l'air, à mettre des notes sur le podcast sur iTunes. Enfin bref, voilà la base pour améliorer le référencement de la chaîne et permettre d'être plus lu, plus écouté, plus regardé. Et je vous dis à plus!